Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, une suggestion particulière puisque c'est une suggestion en duo avec qui? Avec une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration et à qui je suis très reconnaissant d'avoir bien voulu participer à cette suggestion. C'est Monsieur Roland Recht. Cher Roland, bonjour, bienvenue, merci. Tu as déjà eu la gentillesse de venir participer à une conversation, mais là c'est la première fois que tu participes à une conversation en duo. Concernant quel film? Le film Sonate d'automne de Ingmar Bergman. Et c'est là que c'est dans le piège et on dit un film dont on n'avait pas compris vraiment, style Rambo, je ne sais pas, un film américain. Non, donc pour parler de Sonate d'automne, il faut savoir que nous avons terminé le mois dernier, enfin il y a 15 jours, un cycle consacré à Bergman qu'on a construit avec la précieuse et indispensable coopération et collaboration de Roland Recht, et on a fait une projection débat qui a été remarquable. Grâce à qui? Grâce à Roland Recht. Et donc on va garder une trace pour la postérité de cette formidable de ce formidable moment de projection débat avec Sonate d'automne, puisque nous avons parlé de Sonate d'automne. Un mot, Roland, si tu le permets. Donc c'est un film de Ingmar Bergman qui date de 1974. Un peu avant, il avait fait L'œuf du serpent, qui était un film dont il n'était pas très content parce qu'il avait été obligé de coopérer avec des producteurs style hollywoodien, et donc il n'avait pas pu faire à sa guise. Le grand maître avait été obligé de se plier à un certain nombre de contraintes. Pour autant, c'est un de ses plus beaux films, même si lui ne l'aime pas, d'après moi en tout cas. Et puis, un peu après, il fera De la vie des marionnettes et Fanny et Alexandre. Et pour ce film Sonate d'automne, eh bien, il va y avoir son homonyme, une formidable actrice suédoise comme lui, qui est allée à Hollywood avant de venir en Italie pour épouser Roberto Rossellini, qui s'appelle Ingrid Bergman. Alors, commençons par Sonate d'automne. Tu as la parole. Quels sont les points marquants que tu veux retenir, cher Roland? Je pense que c'est en effet un des très beaux films de Ingmar Bergman, dont on ne loue pas suffisamment l'importance, peut-être parce que précisément lui ne considérait pas que c'était un film très important. Et l'importance de ce film, je crois, se situe à la croisée de plusieurs moments particuliers de la vie de Bergman. Peut-être d'abord le théâtre. On sait qu'il a fait alternativement du théâtre et du cinéma. Il en a même fait une répartition par saison. Et comme beaucoup de ses films, on sent ici en effet la présence du théâtre, peut-être déjà par le fait qu'il y a cette unité de temps et unité de lieu. On va pas disserter là-dessus, mais ce n'est pas son importance, ça se passe dans un lieu clos. Et ça se passe aussi d'une manière très confinée, c'est un mot à la mode, mais je crois que c'est le moment de l'utiliser. Une forme de confinement, et les choses se passent en fait durant une nuit pendant laquelle les gens ne dorment pas, mais on peut dire qu'ils s'entre-déchirent. Donc cette référence au théâtre est une chose importante. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin que le théâtre de chambre. C'est que c'est aussi presque une sorte de grande tragédie grecque. Le personnage de Victor, qui est le mari d'Eva, pasteur. Qui est la fille du personnage de Ingrid Bergman. Exactement. Et le film commence comme ça. Il s'adresse directement au spectateur, ce qui est quelque chose de très surprenant. Il s'adresse directement au spectateur comme une sorte de coryphée, je dirais presque, qui fait l'intermédiaire entre les personnages qui sont les acteurs et le public. Et cette mise en scène, cette mise en perspective en fait du film est quelque chose de très important à mon sens, parce que ça montre à quel point Bergman est toujours dans une position de spectateur de son propre film, de son propre cinéma. Troisième point que je voudrais souligner, et tu y as fait partiellement allusion déjà, c'est le fait que ce soit Ingrid Bergman qui joue le rôle de la mère,
été en conflit avec Ingmar Bergman pendant le tournage. Et ce conflit, je crois, s'explique très bien par la réalité de la vie de Ingrid, qui avait vécu quelque chose d'assez analogue, disons, à la situation qu'elle vit dans le film. C'est qu'elle avait une fille, elle était mariée aux États-Unis, et en 50, elle a quitté les États-Unis, quittant son mari et quittant sa fille, pour rejoindre effectivement l'Italie. Et cette affaire a eu à l'époque dans la presse People un très grand retentissement. C'est un vrai scandale. Et je pense que la réticence qu'avait Ingrid Bergman à jouer le rôle de Charlotte dans le film d'Ingmar, les conflits qu'ils ont eus tous les deux sur l'interprétation précise qu'il fallait donner de ce personnage viennent en grande partie de cela. C'est-à-dire qu'elle avait effectivement une autre vision des choses que lui, qui a une vision assez cruelle, on peut bien dire. C'est un personnage qui est une mère assez terrible, qui se rend antipathique dès son arrivée au presbytère, commence déjà à se plaindre de ses maux de dos. Enfin bref, il y a toute une mise en scène de cette mère qui est, pour le moins, très négative. Voilà, donc ça, je crois qu'il y a trois aspects qui me paraissent extrêmement intéressants de ce film, qui en fait une œuvre non pas peut-être la plus explicite, parce qu'il y a d'autres films de Bergman, on assiste à des crises chez le cas du silence, c'est le cas de cris et chuchotements, c'est le cas de Persona. On pourrait énoncer presque la totalité de la cinématographie, de la filmographie de Bergman. Mais je crois que tu as parfaitement raison et je te remercie d'abord d'insister sur cette dimension de théâtralité qui est présente, y compris dans l'œuvre cinématographique. Et quand il fera de la télé aussi, à la télé, c'est comme un prologue théâtral, ce pasteur, le beau-fils, en quelque sorte. Elle s'appelle Charlotte, hein, moi je sais toujours du personnage de Ingrid Bergman, qui s'adresse à nous, aux spectateurs. Et d'ailleurs, le film se clôture aussi par un mode symétrique par rapport à cette ouverture. Il y a un prologue et un épilogue, comme au théâtre, et notamment dans le théâtre classique depuis l'Antiquité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as parlé de cette nuit où, soudain, comme une fulgurance, les déchirures que l'on sentait, et qui étaient déjà apparentes, vont s'entrouvrir de façon très cruelle et très douloureuse pour l'ensemble des personnages. Et si on peut parler de catharsis, il faut dire que c'est une catharsis qui va entériner et accroître, augmenter la déchirure et les souffrances liées à cette déchirure. Et ça va être l'occasion d'un travail de direction d'actrice qui est absolument extraordinaire. Alors, on parlait de théâtre, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que Bergman avait quand même un aspect très pervers, parce qu'il considérait qu'il pouvait se le permettre, puisqu'il était une forme de Deus ex machina, c'est-à-dire le Dieu qui dirige la fiction, c'est lui. Et effectivement, le choix de Ingrid Bergman, c'est pas uniquement parce que c'est une actrice qui est mondialement reconnue, mais lui, il savait que c'était quand même l'actrice par essence qui était conforme au profil du personnage qu'il voulait lui faire jouer. Et ça, je pense que Ingrid Bergman l'a compris. Et en même temps, il y avait comme une espèce de révolte, je dirais féministe, avant la lettre, chez Ingrid Bergman, parce qu'au fond, une femme qui quitte sa famille pour se consacrer à la mise en valeur de son talent de virtuose de piano, c'est pas bien, puisqu'elle abandonne ses devoirs familiaux. On ne ferait pas forcément les mêmes reproches, enfin à l'époque en tout cas, pour un homme. Un homme, c'est normal, il est porté par le génie, du talent, créateur, etc. Et donc il est tout à fait normal que tout le monde se transforme en satellite au service de la satisfaction de son ego narcissique de créateur. Donc il y avait des points sur lesquels, des répliques, une façon de jouer, des indications de jeu avec lesquelles elle était en rupture, en quelque sorte, Ingrid Bergman. Et ça
c'est évidemment cette tension, et je dirais même cette opposition est particulièrement créatrice pour le résultat qu'on obtient sur le moment. Tout à fait. Et alors, à propos de ce contexte théâtral, Je tourne un peu le bouton du son. Voilà. Ouais, de cette forme de confinement qu'on vit dans ce film, il faut peut-être rappeler aussi que Bergman lui-même était fils de pasteur et que ça se passe dans un presbytère. Le mari de Charlotte est un pasteur et le mari d'Eva, bien entendu, le mari d'Eva, donc le gendre de Charlotte. Le mari d'Eva est un pasteur et ce milieu donne naissance à plusieurs choses. Je crois d'une part il y a une très grande bienveillance de la part de cet homme. Il écoute tout ce qui se dit, il comprend les conflits, il savait que quelque chose de grave, de dramatique se passerait une fois que cette belle-mère serait arrivée. Mais en même temps, il a une écoute, je crois, une véritable bienveillance. Et en même temps, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais on sent une sorte de chape, quelque chose qui, à la fois, émane peut-être de la personnalité même d'Eva, malheureuse, qui tire son malheur, qui traîne son malheur depuis très longtemps, mais aussi du fait que c'est un milieu à la fois protecteur et étouffant. Quelque chose là qui est très sensible, que Bergman arrive à rendre très très sensible, et qui contribue fortement à la qualité dramatique de ce film. Alors on peut aussi parler je vais parler de catharsis, donc on peut parler aussi d'analyse, comment se passe une véritable thérapie, là se déroule quelque chose de l'ordre de la thérapie, lorsque Eva se livre entièrement, en pleurant, absolument terrible, dureté terrible avec sa mère. On comprend cela d'une certaine manière, parce qu'on a vu cette mère arriver de manière complètement théâtrale, ce qu'elle lui fait subir après l'interprétation au piano que donne sa fille, est quelque chose de terrible aussi. Et puis tout à coup, ce personnage de Charlotte s'effondre et dit « mais moi j'ai vécu des choses terribles aussi ». Alors, c'est un peu un retour presque classique aujourd'hui. On sait que, en général, les gens qui expriment leur grande douleur et leur vie vécue en tant qu'enfant, qui n'était pas selon leur attente, ça se fait en général par le biais d'une mère ou d'un père qui lui-même a vécu des choses terribles. On le sait ça aujourd'hui. Mais là, je trouve, alors je ne sais pas si là tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai le sentiment qu'avec le regard que nous portons aujourd'hui sur un film qui date quand même de 78, qui est quand même un film déjà très lointain, est-ce que ce regard... Oui, excuse-moi, j'avais dit 74 et 78. Oui. Est-ce que ce regard n'est pas biaisé par le fait même qu'aujourd'hui, nous sommes évidemment dans un contexte, surtout par rapport à l'enfance maltraitée, les malheurs de l'enfant par rapport à ses parents, par rapport à les enfants que cet enfant va avoir lui-même, enfin toute cette généalogie de malheurs, nous sommes beaucoup plus habitués à ça aujourd'hui. On a un regard qui est peut-être un peu faussé. Enfin, je trouve quand même que là, Bergman produit à un moment donné, avec l'effondrement de cette mère, quelque chose qui est extrêmement salutaire, mais qui en même temps fait qu'il n'y a pas d'espoir. On ne peut pas s'en sortir, ni la mère, ni la fille. Je suis entièrement d'accord avec toi, une fois de plus, bien sûr. Je crois peut-être que oui, on voit qu'il y a une différence d'époque. Peut-être qu'à l'époque, fin des années 70, eh bien, il était de bon ton, il était recommandé et recommandable d'apparaître comme des parents qui sont les moins imparfaits possibles. Et donc, et ça créait évidemment des tensions, parce qu'il y avait d'une part l'image de parents qu'on voulait être, ou que la société attendait que nous soyons, que l'on soit, et puis il y avait la réalité des difficultés à assumer.
le rôle de parent tel que la société l'impose. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait cette revendication, une certaine forme peut-être d'individualisme, de revendication de l'individualisme fait que, avant tout, c'est moi, et puis si je peux être un parent, oui, mais si je ne peux pas l'être, eh ben, je suis désolé, c'est la faute, pas de chance. Et donc, on est beaucoup plus décontracté, on n'essaye pas de faire bonne mine, malgré et de lutter pour faire en sorte que les apparences correspondent à une réalité qui souvent n'existe pas. Là, ben, on assume les choses. C'est peut-être ça la grande différence. Mais ce que je voudrais dire, c'est que justement dans ces liens familiaux, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui est comme une espèce de point aveugle de la fiction du film, comme l'angle mort. Et pourtant, cet angle mort, il existe, même si on ne le voit pas. Et on le voit qu'une fois cet angle mort, c'est la fille handicapée, parce que Charlotte a une autre fille qui a un handicap mental, mais qui est dans une situation de souffrance, et de temps en temps, on l'entend crier de souffrance, parce que, et ça renvoie au cri de la peinture, le cri aussi, c'est-à-dire que c'est une fille qui ne cherche pas à formaliser par une dénomination, par les mots, tu parlais d'analyse avant, de psychanalyse, mais qui exprime à l'état brut sa souffrance par le cri, et qui est l'incarnation, cette femme, non seulement d'une souffrance de l'humanité, mais de la négligence peu recommandable de la mère. Et en même temps, c'est l'incarnation du dévouement très christique du pasteur, d'une part, et de la fille Eva, de Charlotte. Et alors, puisqu'on parlait d'un jeu d'acteur, oui, tu as évoqué cette scène du piano où on voit que ce sont comme des faux qui ont accumulé les tensions et qui attendent le moindre prétexte pour faire en sorte que tout se décharge, quoi, et qu'il y ait des éclairs qui comme des fulgurances qui déchirent l'atmosphère. Eh bien, elle commence par jouer une pièce de Liszt, si j'ai bonne mémoire, de Chopin, voilà, plutôt, pardon, et elle le joue très mal. Et là, la façon de jouer de Ingrid Bergman, cette grande virtuose qui est obligée de dire c'est bien, mais qui, vu son talent, ne peut pas dire que c'est bien, et qui parle sans rien dire avec ses yeux, c'est un moment de grâce cinématographique pour ce qui concerne le jeu d'acteur. Et c'est là la différence entre le cinéma et le théâtre, parce qu'au théâtre, on ne peut pas, vu les distances qu'il y a entre la scène et le spectateur, on ne peut pas rentrer dans ce doigté, dans cette finesse et ce travail quasi cristallin. Et en même temps, ce qui est formidable, peut-être qu'on pourrait un peu parler, c'est cette fameuse nuit de déchirement où un personnage un peu nunuche, celui d'Eva, il faut bien le dire, eh bien, soudain, se métamorphose sous nos yeux, en direct en quelque sorte, et devient elle qui semblait nunuche, gentille, bisounours, etc., et un peu fatigante, et on avait un peu de pitié pour son mari de pasteur presbytérien, puisque tout se passe dans un presbytère, c'est la scène théâtrale aussi. C'est pas l'hôpital, mais c'est le presbytère, et là il y aurait des choses à dire peut-être. Eh bien, soudain, elle se transforme en une araignée cruelle, qui dit ses 4 vérités à sa mère, et qui dit des choses tellement irréversibles que c'est évident que la rupture est encore plus consommée, et que tous les non-dits qui entravaient leur relation, eh bien, deviennent des précipices qui les séparent. Oui, et cette scène à laquelle tu fais allusion, enfin cette scène, cette admirable photographie de la mère, de son regard quand elle écoute cette musique, c'est un moment cinématographique inoubliable. Et puis, peut-être, tu dis qu'elle est nunuche, certes. Donne l'apparence. Oui, donne l'apparence. Mais c'est vrai qu'on apprend, plutôt une conversation orageuse, que, en fait, sa mère l'a obligée à avorter quand elle était encore très jeune. Qu'elle voulait épouser un garçon qui ne convenait pas à ce que Charlotte attendait comme gendre. Et
Et là s'ouvre aussi un monde. C'est-à-dire que depuis cette histoire-là, plus l'échec, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans doute une sorte de star internationale du piano, qui a une fille qui sait à peine jouer ce qu'elle voudrait entendre, c'est une succession d'échecs vécus par la mère, en tout cas, comme des échecs, mais vécus aussi par la fille. Elle a souffert de ça, d'avoir toujours à suivre ce que sa mère veut faire d'elle, et de ne pas y arriver en même temps, parce qu'elle ne peut pas être pianiste talentueuse. Et là, je crois que Bergman se montre une fois de plus un très grand psychologue qui sait effectivement faire avec les images ce qui ne peut pas se faire avec des mots, semble-t-il. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, parce que je trouve qu'il y a là-dedans des moments, peut-être assez brefs d'ailleurs. Je ne saurais pas dire combien de temps dure la scène du regard d'Ingrid pendant le jeu. Le piano de sa fille, ça doit durer 2 minutes, pas plus. Mais c'est toute une vie. C'est inoubliable. Oui, tout à fait. Mais tu as parfaitement raison. Je crois que ce qui est aussi, parce que c'est un grand psychologue, et qui sait que les mots ne sont pas forcément des instruments de thérapie, ça peut être aussi des instruments de crime, de meurtre symbolique, disons. Et c'est ce qui est un peu le cas dans ce film. Je voudrais aussi avoir une pensée pour ce pasteur presbytérien qui, tu l'as évoqué, n'est pas, d'ailleurs elle dit, oui, je suis habitué à vivre avec lui, elle ne dit pas qu'elle l'aime, n'est-ce pas, qui est simplement admis par Eva comme son compagnon de vie à la suite d'échecs qui ont complètement mutilé tout espoir de construire un avenir épanouissant pour elle, en quelque sorte. Et lui, il sait qu'il ne sera jamais rien d'autre que celui qui, par convenance, remplace l'amour dont elle a été frustrée, mutilée, séparée et amputée, dirais-je, à cause de cette mère si castratrice qu'est le personnage de Charlotte. En tout cas, merci pour ces éclaircissements formidables, cher Roland, puisque le temps passe et que, après t'avoir remercié, je te demande de bien vouloir dire, en prenant le temps qu'il faudra, le mot ou les mots de la fin. FIN. Oui. Le mot de la fin, oui, ça c'était vraiment très difficile. Parce que quand on repense à un film qu'on a vu récemment, Psycho, sur l'automne, toutes sortes d'images qui reviennent, qui surgissent. Mais je pense qu'une des choses très belles dans ce film aussi, c'est son titre. Sonate d'automne, c'est magnifique, c'est à la fois, bien sûr, la musique, mais c'est aussi un moment de l'année, un moment de la vie qui n'est pas celui du bourgeonnement, de la floraison, qui n'est pas non plus celui de la mort, de la nature, mais qui est un peu entre les deux. Je trouve que c'est un titre qui lui-même indique beaucoup. Où les dernières flammes du printemps et de l'été sont en train de se consumer pour le plaisir de nos yeux et de notre regard. Eh bien, écoute, cher Roland, merci beaucoup. À très bientôt dans une autre conversation, dans une autre analyse en duo. Et j'espère, parce qu'on ne sait toujours pas quelle sauce nous saurons manger, c'est une métaphore évidemment, mais quelle va être la décision des autorités municipales pour ce qui concerne le renouvellement de la délégation de service public. Nous sommes aujourd'hui le 23 février, donc nous attendons. Et en tout état de cause, espérons que les plus beaux de nos moments sont ceux que l'on n'a pas encore vécus. Voilà. Merci beaucoup, cher Roland. À très bientôt. Au revoir.